TPMD, yo, is in this to win this. A brand new podcast, so mind your business. Live from the spot, épisode numéro 7. Tabo et Pierrot making dialogue. J'ai Tabo en face de moi, j'ai Thibaut à ma droite. Officiellement, les gars, on upgrade. TPMD, that next level shit. Enfin, notre premier invité. Ah, ça me fait plaisir. Ah, t'entends cette voix, mec. T'entends cette voix nasillarde. Ça pourrait être Tabo making dialogue, Tabo Pierrot making dialogue, Thibaut Pierrot making dialogue. Ça pourrait être Thomas et Pierrot making dialogue. Vous avez entendu sa voix, c'est bien lui. Thomas Wiesel, bienvenue chez nous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invite. Avec plaisir. TPMD épisode numéro 7. Comment ça va tout le monde? Vous avez la forme, pêche? hein? On est bien. Pleine forme. Hein? Vous aimez la vie? Ouais. Vous êtes tous heureux? Je crois, ouais. Pas mal. Vous avez vu, en parlant d'être heureux, cette fameuse liste des pays du monde qui est tombée il y a quelques semaines. Les pays là. les plus heureux, mais on a baissé la Suisse. Hein. Non, Si, on est 4e. on n'était pas 3e. Bah maintenant on est 4, je crois. Mais il y a la Finlande. Finlande, donc, Islande, Danemark. Suède. Oh, attends. Ouais, moi il me semble que la Suisse a... Mais on c'est est un, tombé, c'est un peu eurocentré le concept là. Bah, Ouais, écoute, alors les pays africains ont plus de peine sur le classement où on est le plus heureux en général. Il y a quand même des marqueurs d'espérance de vie. Koweït, Serbia. Je crois que la dernière place, c'est entre la Syrie et l'Afghanistan. La Pologne, la Roumanie, pardon, se trouve où sur cette liste? La Roumanie, ça doit pas être ouf en ce moment. La Roumanie, il y a pas mal de corruption, je crois. Enfin, je sais plus exactement quels sont les marqueurs pour dire pourquoi on est heureux, mais effectivement, ça favorise un peu les pays. Parce qu'en même temps, la corruption, ça peut rendre heureux aussi. Ouais, mais Ça dépend où tu te situes. c'est ça, c'est sur la moyenne de la population. En général, la corruption rend malheureux, mais si t'es du bon côté, effectivement. Okay, donc Suisse 4e. Je crois, au pied du podium, il me semble. Ok. Ah non, Pourtant- mais toi, pourtant- tu sais mieux que moi. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu une autre analyse sur le taux de suicide en Suisse, qui est quand même très élevé. Mais les pays du Nord aussi, donc un Bon. n'empêche pas l'autre en fait. On peut être heureux et vouloir se suicider. Bah, disons que si les gens malheureux se suicident, bah, ceux qui restent. Ils sont Les tous gens qui heureux. sont heureux. Voilà. Tada! On enregistrait déjà là ou pas? Parce que Ouais, moi, j'ai une on est carrière en quand même par rapport à... Si tu veux tester du matos, Ouais. là, Non, mais la Scandinavie, ce qui est rude, c'est que le soleil, tu l'as genre 2 jours par an. Donc si t'es un peu dépressif, c'est peut-être là qu'il faut déménager. Et venir en Suisse. Ouais, je sais pas si c'est là qu'il faut aller. Déménager en Suisse, c'est dur, de toute façon. Je sais pas, nous, on a grandi ici, on a notre réseau, mais souvent, les gens, quand ils débarquent en Suisse, ils disent c'est pas facile. On est fermé, on est timide, on n'est pas c'est les cher, plus accueillants. les loyers c'est méga incroyables. cher, ouais. Clair. Je pense qu'on n'est pas une belle terre d'accueil. Hein. Toi, t'es très attaché à ta région, Ouais. Lausanne notamment. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Enfin voilà, pour toi, en fait, les attaches aussi avec justement la Suisse, ta ville natale, qu'est-ce qu'elles sont pour toi, ces attaches? Mais moi, je suis parfaitement réaliste sur le fait que si j'étais pas né à Lausanne, je pense que j'aimerais pas cette ville. C'est pas un truc genre... Il faut être de quelque part. Et moi, c'est là-bas que j'ai mes racines. Et j'ai de la chance parce que ça me correspond. Mais c'est principalement lié au fait que j'ai grandi là, j'ai fait mes expériences là, j'ai des réseaux et des gens que j'aime là. Et c'est ça qui me fait attacher à cet endroit. Mais j'aurais de la peine à argumenter rationnellement pourquoi Lausanne est meilleure que Vevey ou meilleure que Genève. Enfin, si Genève, j'arriverai. Mais Vas-y. On t'écoute, vas-y. non, je suis en territoire ennemi, là, je dois rentrer après. J'ai Tabo pour me défendre. Mais, On est bien. non, mais par exemple, Vevey, moi, j'ai des potes de Vevey, j'ai des potes de la côte, Morges, etc. Je comprends tout à fait. Genève, je trouve qu'il y a un côté un peu plus... il y a plus de brassage, il y a beaucoup plus d'expats, c'est une ville plus business. Et je trouve que si tu connais pas où aller, ce qui est mon cas souvent à Genève, c'est plus difficile de trouver les endroits un peu chaleureux et t'as plus l'impression d'être dans une ville très corporate. Bah, il n'y a pas un centre-ville à Genève en fait, tu vois. À Lausanne, il y a un centre-ville. À Genève, c'est un peu plus que mêlé. Il y a plein de... Tu vois, ici, bah, il y a des banquiers et tout, c'est un centre-ville. Mais tu vas à la Servette, il n'y a pas une personne en costard. Non, mais de toute façon, à Genève, c'est un réseau underground, en fait. T'as raison. Et Ouais, si c'est tu ça, sais c'est pas vrai. comment rentrer dedans,
eh ben, tu peux penser que Genève, c'est la Genève internationale que Ouais. tu tapes et c'est pas forcément très cool. Mais une fois que nous, on a grandi enfin, moi, pour ma part, parce qu'au final, lui. Moi, je suis un lui, Lausannois, en ouais, fait. lui, ça reste. Moi, je me suis Mais- fait drafter après. Exactement. Puis moi, le fait d'avoir grandi dans ce réseau-là fait que moi, j'ai passé des très beaux. Enfin, genre, c'était deep, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est plutôt la partie immergée de l'iceberg Ouais. à Genève qui vaut la peine. Et moi, je la connais pas. Donc, mon avis de Lausannois, c'est je débarque ici et je suis pas souvent très très bien. Alors, avec l'humour, ça a changé un peu parce qu'il y a une vraie scène stand-up à Genève où il y a pas mal d'humoristes genevois qui sont très cool. Et avec eux, je découvre un peu d'autres endroits parce que moi, sinon, j'ai fait HEC. Donc, quand je venais ici, j'avais des stages, des trucs, je bossais en costard et ça m'intéressait pas plus que ça. Et quand tu dis il y a un mouvement stand-up à Genève, il y a vraiment des lieux, des open mics. Ça... Ouais, Il y a un ouais. mouvement vraiment. Ouais, il y a, et je pourrais même pas vous faire la liste de tous les lieux parce que moi, je vais en comedy club au début de spectacle quand j'écris et que je rôde. Puis là, comme avec le Covid, ça fait 3 ans que je l'ai pas fait. Il y a tellement de nouveaux endroits qui ont ouvert et d'autres endroits qui ont fermé parce que c'est assez dynamique comme ça. Mais ouais, moi j'ai fait des spectacles au Moulin Rouge, juste à côté d'ici, à Plein Palais. À un moment donné, on jouait dans un resto qui s'appelle l'Éphémère, qui est un resto de burgers. Ouais, le bar derrière, là. Oh, exact. Nizar, ouais. Ouais, bien sûr, chez Nizar et tout. Exact, bah là on a fait des spectacles de stand-up et ça dépend un peu. C'est souvent les stand-uppers qui débutent qui prennent la peine de faire des soirées parce que c'est hyper chiant en fait d'organiser ta D'organiser. soirée. Ouais, C'est aussi chiant que dans une soirée de rap. je ou- pense que c'est ça. C'est vraiment. Donc il y a vraiment beaucoup de parallèles entre. Ouais, mais je pense que c'est assez similaire. C'est assez similaire parce que t'as plein de boulot à faire pour avoir la chance d'avoir une scène et t'invites des mecs et des nanas qui sont un peu plus avancés que toi. Puis une fois que t'es plus avancé, bah t'espères que la génération d'après organise des soirées où tu pourras aller toi. Mais la charge de travail d'organiser une soirée et de la programmer, c'est assez violent. Donc souvent les types le font 2-3 ans, puis après ils attendent que quelqu'un reprenne. Mais à Genève, il y a eu vraiment 2-3 générations de suite d'humoristes. Et maintenant il y a une salle à Carouge qui s'appelle le Caustic Comedy Club, qui est super, qui est vraiment parfaite pour le stand-up. C'est genre une espèce de cave comme ça, c'est de la pierre autour, tu mets je pense 50-60 personnes, donc c'est vite plein, vite chaleureux. Et là je dirais que Genève a pris de l'avance sur Lausanne. Quand moi j'ai commencé, c'était plus à Lausanne, le stand-up, puis maintenant, 10 ans plus tard, c'est déjà 10 ans plus tard, et je dirais que la capitale romande du stand-up, c'est Genève maintenant. Comme le rap. Oh, encore Parfait. une. Moi, j'aimerais bien qu'on rebondisse On un peu récupère sur, sur les parallèles entre, allez, on va dire, le rap et justement le stand-up. Parce que déjà, le stand-up, je sais pas, moi, ça me fascine, c'est cette discipline artistique où il faut être vif, il faut avoir un flow, voilà, il faut savoir s'exprimer, il faut être subtil. Pour toi, c'est quoi les autres parallèles avec le rap et d'être humoriste? Moi, j'ai l'impression que déjà, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est que parmi les formes d'expression artistique, c'est les deux qui ont été le plus rapidement ouvertes à des gens qui venaient de milieux un peu plus divers et qui venaient de milieux justement où la culture parfois ne parvenait pas jusqu'à là. On l'a vu dans la scène américaine et beaucoup dans la scène française. Souvent, les gamins de banlieue, bah, tu les voyais pas tellement dans les trucs de poésie, de littérature, un peu moins au cinéma, mais le stand-up, ils ont réussi à y accéder. Et c'est un peu pareil qu'avec le rap, et c'était des voix différentes. Donc, c'est devenu un peu un cliché à un moment donné que les stand-uppers parisiens, c'était tous des gars de quartier qui allaient parler de leur enfance difficile, tout ça. Mais il faut dire aussi qu'avant que ces scènes s'ouvrent à eux, ces gars-là, on les entendait que dans les chansons de rap et nulle part ailleurs. Et maintenant, ça s'est vachement diversifié. Donc, je pense déjà dans le fait que c'était ouvert à tout le monde, le stand-up et le rap, c'est un peu similaire. Dans le fait que pour les gens des jeunes générations, c'est souvent leur seule porte vers la culture. Des gens de 25 ans vont pas aller beaucoup au musée, mais ils vont écouter du rap. Et s'ils vont voir un spectacle, bah, ça risque d'être de l'humour et du stand-up. Donc je pense qu'il y a cette notion d'art jeune. Et puis un peu, du coup, le pendant qu'on n'est pas respecté par le reste de la culture. Nous, c'est pas vu comme un art noble, le stand-up dans les subventions. C'est rare qu'on touche parce qu'on n'entre pas dans les cases, parce que ça va aller vers au Grand Théâtre de Genève, ça va aller à des trucs, des grosses institutions, puis le stand-up, on peut se débrouiller. Et je pense que le rap a pâti de ça longtemps dans la musique où... Mais c'est toujours le cas. Ouais, mais ouais, t'as je raison. pense, mais ça, c'est en train un peu de changer, heureusement, parce que bah, c'est deux formes d'expression qui vieillissent un peu, donc les premières personnes qui l'ont fait sont un peu plus vieilles, accèdent à des postes un peu plus à responsabilité, et puis peuvent un peu
tirer Ça les devient un peu les générations d'après. gatekeepers qui peuvent... ouais. Mais oui, je pense qu'il y a des parallèles. Et quand même, l'influence anglo-saxonne des deux côtés qui est assez forte. Je pense que... Ça, je voulais te demander justement, parce que c'est vrai qu'autant dans le basket, clairement, c'était la NBA, c'était les États-Unis. Autant dans le rap, c'est clairement pendant toute une partie, en tout cas jusque dans les années 95, 96, 97, c'était clairement le rap américain aussi. Est-ce que dans le stand-up, bon, il y a 10 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça pour toi quand tu as commencé, mais est-ce que l'influence pour toi, elle était très anglo-saxonne du stand-up, justement, un peu à l'américaine? Est-ce que c'était plus français, un petit peu? Qu'est-ce qui te motivait, par exemple, les Inconnus qui étaient 3, qui faisaient des sketchs, c'était très différent quand même Les de cet Inconnus qui humour cartonnaient, américain. toi t'es né en 89, donc c'était là. C'était Mais là, moi, je dirais que c'est les deux, Jamais. vraiment. Ok. Ouais. Moi, les Inconnus, j'ai regardé à fond. J'avais les DVD, je connaissais par cœur les sketchs. Et ensuite, j'ai eu la chance d'apprendre assez vite l'anglais. Et du coup, je commençais à regarder Chris Rock, Dave Chappelle, des gars comme ça. Et ça me plaisait beaucoup. Le Chappelle Show, avec mon frère, on le téléchargeait. À l'époque, c'était genre Casa, LimeWire, des trucs vraiment... le truc qui pétait les ordi. Ouais, bah, Chappelle Show, ouais, tu laissais tourner la nuit pour avoir un épisode de 20 minutes à regarder le lendemain. Et ensuite, il y a quand même, et je pense que c'est un peu pareil avec le rap, il y a l'intermédiaire de Paris. C'est quand le stand-up est arrivé à Paris, avec Jamel Debbouze en premier, et ensuite le Jamel Comedy Club qui a ouvert la porte à d'autres. Là, ça a rapproché un peu le truc, ça me paraissait déjà un peu moins inaccessible. Et après, quand je me suis lancé, c'était un peu les débuts du stand-up en Suisse, parce qu'on a quand même tout 5-6 ans après Paris en général. Et donc, je dirais que mes influences étaient anglo-saxonnes, mais il a fallu que le stand-up passe par Paris pour que ce soit possible. Ouais. Et donc ensuite, ça a été un peu rapporté à Lausanne, c'est ça? Et quand toi, tu as commencé, en fait, c'était... Parce que tu te balades pas en discutant, j'imagine, à l'école. Ah ouais, moi, j'ai envie de devenir humoriste. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très... T'es un peu tout seul face à cette nouvelle expérience, peut-être, un petit peu. Et comment est-ce que, justement, tu découvres un cercle et tu te mets là-dedans, quoi, vraiment? Bah, je pense, là, de nouveau, il y a des parallèles avec le rap. T'as pas l'impression que c'est un vrai métier quand t'es jeune. Déjà, moi, je pensais plus que j'allais être rappeur plutôt que stand-upper. Ça me paraissait déjà plus accessible. Bah, j'adorais Stress, donc j'avais des albums de Stress. Donc je me dis, il y a un mec de ma ville Ok. qui blond fait ça. Blond aux yeux bleus. Blond aux comme yeux toi. bleus, qui a fait HEC, j'ai fait HEC, on était dans le même gymnase. Donc moi, quand j'étais petit, j'ai cru que j'allais devenir Stress. Mais ensuite, quand je me suis dit, bon, bah, on va essayer le stand-up, j'avais 20 piges, j'avais un diplôme d'HEC en poche. Et j'ai commencé à m'inscrire à des concours, à contacter des salles, à dire que vous avez besoin de première partie, tout ça. Et là, tu rencontres d'autres personnes qui ont un peu le même parcours. Et puis, ça se crée des connivences comme ça. Et puis, en fait, la scène est minuscule en Suisse. Et ça, c'est un avantage qu'on a sur d'autres endroits. C'est qu'après 6 mois à faire des blagues, j'avais déjà rencontré 5 personnes qui pouvaient m'aider pour la suite. Et donc, ça s'est emmanché assez vite, honnêtement. Et je pense que à Paris, ça aurait été beaucoup plus long, à Londres ou à New York. Je ne sais pas si je gagnerais déjà ma vie maintenant après 10 ans. Donc, la Suisse, il y a des limitations sur le fait qu'il y a peu de monde. Mais du coup, quand tu arrives à accéder au bon cercle, tu touches directement les bonnes personnes. Et ça, c'était vraiment une chance au début. Tu disais, comment est-ce qu'on ose s'inscrire pour faire du stand-up? Tu vois, genre, est-ce que tu as déjà un peu de matos? Donc, un rappeur, il a quelques textes, il ose faire un peu de scène, mais genre, affronter un public comme ça sans... Il faut avoir une confiance ou être complètement naïf ou je ne sais pas, de oser affronter un public comme ça avec quelques blagues écrites comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir justement, Ah ouais. parce que plus tu passes de temps à te dire mais ça pourrait être horrible, je pourrais me planter, plus tu vas trouver des raisons de ne pas le faire. Moi, une de mes premières scènes, c'était vraiment au Bluff, c'était ici à Genève, et j'avais décidé que j'allais tenter de faire un peu d'humour, j'avais pas du tout de contact, j'avais rien. Et j'avais vu qu'il y avait un type, un Anglais, qui organisait des spectacles de stand-up anglais en faisant venir des humoristes anglophones. Et puis il faisait genre Genève, Lausanne, Bâle, Zurich. Et j'ai écrit à ce gars en disant je suis un humoriste ici, je parle anglais, j'ai des sketchs en anglais. C'était totalement faux, j'avais jamais écrit une seule blague en anglais. Est-ce que vous cherchez pas une première partie? Puis il m'a dit demain on est à Genève, t'as 5 minutes. Et puis du coup, bah, j'ai écrit des blagues pendant toute la nuit, et puis je suis allé jouer, et puis c'était pas horrible, du coup j'ai recommencé. C'était ta première vraiment fois sur scène? C'était la première fois sur scène où c'était pas moi qui organisais. J'avais fait des fois des trucs, genre j'invite mes proches dans une salle, Et là, en plus, c'était en anglais. Et là, on est en et là, quelle année, c'était en là? anglais. Et là, on est en 2011. Et en plus, tu fais en anglais. Ouais. Tu te rappelles d'une blague?
Putain, non, heureusement. Est-ce que tu te souviens quand même du sentiment? Est-ce que ça s'est très bien passé, moyennement, mal passé? Ah, moi, j'avais l'impression que c'était un carton. Je pense que si je revois maintenant les 5 minutes que j'ai fait, j'ai honte. Mais sur le moment, c'était l'euphorie. On avait joué à Genève. Et il m'avait dit, en plus, le gars, c'était vraiment pas une bonne personne, le producteur. C'était vraiment un trou du cul. Mais et il m'avait dit, genre, si c'est nul, je monte sur scène, je te coupe ton micro. Donc, c'est pas du tout le gars qui te mettait à l'aise et tout. Et donc, j'étais allé au bout de mes 5 minutes. Donc, je me suis dit, déjà, c'est dire que c'est pas nul. Après, il m'avait dit, demain, on est à Lausanne, tu peux revenir. Oh, c'est donc, bon, j'étais méga excité parce que Lausanne, c'était ma ville. Donc là, j'avais invité mon père, mon frère, ma copine, tout ça. Donc, j'avais osé montrer à des gens. Donc, ça, pour moi, c'était encore le truc supplémentaire. Et donc j'avais l'impression que c'était bien, honnêtement, pour des premières. Après, là, j'assumerais plus du tout. Mais ça a mis un peu la machine en marche. Puis après, je me suis dit, bon, ben, si ce gars-là m'a accepté sur scène, j'ose aller contacter d'autres personnes que j'avais déjà contactées, mais tu as de recontacter, tout ça. Mais c'était un peu ça, les débuts. Mais honnêtement, j'avais aucune idée que ça allait marcher. Pour moi, c'était un peu, tu sais, comme tu dis, scratch and itch, quoi. Genre, ça me démangeait, il fallait que je le fasse. Puis je pensais le faire une dizaine de fois, avoir 2 vidéos à montrer à mes gamins un jour et puis passer à autre chose. Moi, j'avais un diplôme HEC, je pensais que j'allais devenir banquier, trader, je sais pas, un truc à la con. Et c'est intéressant, tu nous parles aussi donc au début simplement avec pas vraiment de réseau, de voir un peu se créer justement cette plateforme et tout ça. Parle-nous un petit peu de l'importance sur les premières années, depuis 10 ans maintenant, de l'aide que tu as reçue. Est-ce qu'il y a des coachs? Comment ça se passe un petit peu? Parce que, encore une fois, comment est-ce qu'on demande de l'aide aux gens? Est-ce qu'on leur demande simplement regarde ma tape et dis-moi, donne-moi un feedback? Il y a des Ou est-ce qu'il y a des coachs? Est-ce que des ghost riders? Exactement. Je veux dire, comment est-ce que toi, c'est un petit peu le processus pour t'améliorer, pour continuer de pouvoir développer ton art? Bah, alors, maintenant, ça a encore un peu changé depuis 10 ans. Il y a plein de gens qui gravitent autour, etc. Et moi, je reçois très régulièrement des messages de gens qui me disent j'ai écrit un texte, tu peux le lire, tout ça. Et déjà, on n'a pas tellement le temps en général. On connaît pas la personne, on ne sait pas si elle va savoir dire les blagues. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est lance-toi, essaye. Le verdict du public, c'est déjà une bonne indication. Si les gens rigolent pas du tout, en général, c'est pas la faute des gens. C'est que ton truc est pas assez bon ou que toi, t'arrives pas à livrer tes blagues. Et en général, c'est en faisant des scènes que tu vas rencontrer justement les gens qui vont t'aider. Moi, ça m'est arrivé assez vite où j'étais inscrit à un concours d'humour qui est organisé à l'université de Lausanne. Il y a un des types qui était inscrit aussi qui s'appelle Johan Provenzano qui vient de vers chez toi, qui avait à peu près le même âge que moi. On est devenus potes à ce moment-là, on l'est toujours, et maintenant il fait carrière de ça aussi. Donc tu crées un peu ton réseau comme ça. Dans le jury, il y avait un mec qui s'appelle Nathanaël Rocha, qui pour moi est l'homme le plus drôle de Suisse romande. Et j'ai commencé à le côtoyer un peu comme ça. Et puis quelques temps plus tard, il m'a donné mon premier job comme auteur pour une de ses chroniques. Il m'a présenté à notre manager. Ça veut dire quoi être auteur pour sa chronique? C'est que toi, tu participes à la... En fait, ouais, ça peut vouloir dire plein de trucs. Nous, l'arrangement qu'on avait, c'était... lui, il est assez exigeant avec lui-même. Il avait une chronique toutes les semaines à la télévision et il trouvait... C'est la fameuse qu'on voit... Oh non, c'était il y a 10 ans. C'est une émission qui n'existe plus, qui s'appelait C'est la jungle, où il y avait des gens déguisés en gorille, puis tout d'un coup, il y avait une chronique de 3 minutes de Nathanaël. Et lui, il disait, j'ai pas assez de blagues pour ma chronique. Ce qui était faux, il avait bien assez, mais il était trop exigeant, donc il choisissait. Et il me disait, envoie-moi tes blagues, c'était sur l'actualité. Et chaque blague que je prends, je te paye 100 balles. Et puis du coup, moi, chaque semaine, je lui envoyais 10 blagues, et puis il m'en prenait une, il m'en prenait 2, des semaines, il m'en prenait 3. Et donc ça, c'était un peu aussi, pour moi, la première fois que quelqu'un d'autre lisait mes trucs et me disait, ok, ça, elle est assez bonne pour que je la prenne. Puis, Et lui, il avait un manager qui s'appelle Pierre Naftul, il est décédé avant-hier. Et lui, c'était vraiment un parrain de l'humour en Suisse. C'est lui qui a créé le personnage de Marie-Thérèse Porchet avec Joseph Gorgoni et qui était très actif dans les coulisses. Il produisait des spectacles à la Revue de Genève, ici, il en a fait plein. Et lui, il avait décidé, deuxième partie de carrière, je vais aider des stand-uppers, je vais négocier des contrats avec eux, je vais les aider sur l'écriture. Et il bossait avec Nathanaël me l'a présenté, puis on a commencé à bosser les 3. Et ça, je pense, c'était les 2 personnes qui m'ont permis, moi, de passer pro, entre guillemets. C'est-à-dire que des mentors un peu. Exact. Il m'améliorait le texte, on discutait ensemble, il me disait non, mais là, tu prends cette blague, si tu mets le mot à la fin, ça va être plus percutant, tout ça. Rien que de les voir bosser, t'apprends des trucs, parce que t'es là, putain, il a cartonné en faisant ci, ça. Ah, je vois le texte qu'il écrit pour Marie-Thérèse, il a mis le truc là comme ça. Et ensuite, bêtement, des gens qui n'avaient pas le budget pour engager Marie-Thérèse, pour engager Nathanaël, Pierre essayait de me pitcher moi, de me vendre moi. Les gens n'avaient aucune idée qui j'étais, mais ils faisaient confiance aux producteurs d'eux. Et donc ça, c'était un peu les premiers pas.
Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment le réseau qu'il y a aujourd'hui avec plein de stand-uppers. Ça a été le cas 2-3 ans plus tard. Et maintenant, c'est ça qui se passe. Et qui est assez cool, c'est que tu vois que c'est un peu comme la draft, quoi. Il y a des cohortes, il y a des draft years où les mecs qui commencent ensemble et les nanas qui commencent ensemble, ils se retrouvent dans les scènes ouvertes au début, ils se retrouvent dans les comedy clubs et puis ils continuent de former un groupe homogène où ils se filent des coups de main, ils font les premières parties les uns des autres, ils se filent des tuyaux. Et donc moi, j'ai un peu des gens qui ont commencé en même temps que moi et puis il y a les gens qui ont commencé 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, tout ça. Et puis on se tient tous et puis après, entre les générations, on se file un peu des coups de main. Mais ça, c'est un truc, par exemple, que tu as très peu en France où il y a des cliques qui sont parfois très soudées entre elles, mais très rivales les unes avec les autres, et puis c'est un peu plus la rivalité, pousse-toi que je me mette, et puis on se fait des coups bas, pas vraiment des coups bas, mais genre on va pas du tout se rendre des services, et puis on va pas... Alors qu'ici, tu sens qu'il y a une vraie solidarité. Ouais, bah ici, c'est pas, tu piques pas le spotlight de quelqu'un, c'est pas parce que toi tu marches qu'un autre va pas marcher. Il y a assez de salles pour qu'on puisse tous jouer, il y a assez de public. Le public, souvent, il est très content de venir voir un humoriste, et si la première partie lui plaît, bah, il va prendre des billets pour aller voir cet humoriste le mois d'après. Donc il y a un truc de... On se dit, si le stand-up suisse brille, on va tous briller, donc faut pas se descendre parmi, il faut plutôt essayer de faire des trucs de qualité. Et là, sur les 6-7 dernières années, avec aussi les Vincent à la télévision qui ont vraiment ouvert la voie, il y a un mouvement où on a l'impression que notre génération, ils aiment l'humour suisse et ils vont soutenir l'humour suisse, comme ils le font peut-être pas assez avec d'autres formes d'art qui sont aussi de qualité chez nous. Donc il y a plus ou moins cette complexe, ce complexe helvétique. J'ai l'impression qu'il est moins là qu'il y a 10 ans. Moi, il y a 10 ans, honnêtement, je faisais des trucs ici. C'était pas incroyable, mais ça marchait globalement un petit peu. Après, je faisais des trucs à la radio, je faisais un peu des trucs à la RTS. Tout le monde s'en battait les couilles. Je suis allé une fois sur Canal+, et je suis revenu et tout le monde en parlait ici. Donc il y avait un truc un peu genre, mais c'est les mêmes blagues que je faisais genre ici. Elles marchaient pas du tout. Et dès que la France a mis... Et en France, j'étais personne. J'ai eu 5 minutes d'antenne une fois. Mais dès que la France s'est intéressée, bah, t'avais un article dans le 20 minutes, t'avais un truc, t'avais ma page Facebook. C'était Facebook à l'époque qui explosait. J'avais des commentaires. Et c'était simplement parce que le Suisse a brillé 5 minutes à Paris. Bon, mais C'est une grosse perf, hein. C'est une grosse perf, mais c'est vrai aussi que pendant longtemps, tu as parlé justement de Marie-Thérèse Porchet. C'était un peu la seule figure de l'humour suisse. Ouais, mais pendant comment ça se fait que ça soit la seule, justement, et qu'il n'y a pas ce petit jeune un peu punchy? Mais je pense qu'il y a eu un gap de génération entre elles. Il y a vécu chez Barbeza, Frédéric Rocrozio. Il y a avait une génération d'humoristes, Cadra, Quinca. Rocrozio qui a été sur Canal fort aussi. Ouais. Mais Marie-Thérèse, elle a fait l'Olympia. On n'a pas idée. Elle a fait une chier de télé là-bas. Elle a fait vraiment énormément de trucs. Même Cul chez Barbeza, des fois, je vais à Paris et je vois des affiches de Cul chez Barbeza dans les théâtres. Donc, c'est des gens qui se sont exportés, qui ont marché à Paris aussi. Mais c'était pas notre génération. Et nous, on se sentait pas concernés par ça. Donc, je pense qu'il y a eu un problème, effectivement. Il a manqué. Mais ça, c'est le fait qu'on soit un petit pays. C'est des stats, quoi. Il y a eu tout à coup 5, 6, 7 ans sans humoristes qui explosent. Et puis nous, il nous manquait une figure un peu tutélaire. Mais je pense que c'est un peu comme toi, Tabo. Toi, tu as dû passer par la France. Il y avait un truc où le basket suisse n'était pas du tout respecté. Et puis tu as dû faire France, Italie pour que les États-Unis te regardent. Claire, c'était non seulement pour pouvoir être vu par les scouts et par les équipes, mais aussi simplement pour avoir de la compétition qui est à un niveau où on peut juger, de dire est-ce que ce joueur aura un niveau qui est encore au-dessus. Et clairement en Suisse, les scouts ne peuvent pas venir ici puis dire ok là c'est là ils jouent contre les gros talents de demain, donc on peut vraiment juger. C'est plus compliqué. Ouais, mais je pense qu'il y a un truc, on est un petit pays, il y a un peu moins de monde, mais on a aussi un petit truc où on a tendance à se rabaisser. Et la différence en sport, c'est que tu peux vraiment te mesurer face à face et du coup tu peux dire tel et tel est meilleur que telle équipe a gagné. En culture, c'est pas vraiment le cas. Donc des fois, les Suisses ont part perdu, j'ai l'impression. On se dit un film suisse, il va forcément être nul, une série suisse, elle va forcément être chiante. Alors que je pense si on est plus objectif, et puis il faut bien commencer quelque part. Si on encourage un peu les trucs, ça va se créer. On le voit avec le rap. Pendant longtemps, on n'avait pas idée d'écouter des rappeurs suisses, et puis dès qu'on a commencé à le faire, on a vu qu'il y avait de la qualité, et puis que ça a créé un engouement, et puis maintenant, les jeunes peuvent te citer facile 5, 6, 7 rappeurs suisses, alors quand j'étais plus jeune, après 2, ils calaient. Donc je pense qu'il y a un truc où il faut pas qu'on ait honte de ce qui se passe chez nous, il faut soutenir ce qui se passe chez nous. Mais excuse-moi, c'est l'influence des réseaux sociaux aussi, je pense, où tout est beaucoup plus proche. Maintenant, c'est clair que on peut suivre justement des potes à nous qui ont où ils parlent de rap dans la région, de choses beaucoup plus locales. Mais
ces réseaux sociaux et tout ça, je pense que pour un humoriste, pour quelqu'un qui est au devant de la scène, tu dois le sentir beaucoup et la façon dont ça a changé. Pour toi, quand tu fais une blague, quand tu passes sur scène, le feedback, il est immédiat. En live, ouais, et ça, c'est irremplaçable. Et là, on a eu 2 ans, on a pu le faire beaucoup moins parce qu'on ne pouvait plus aller sur scène. Et moi, j'ai fait énormément de trucs sur Internet et c'est vraiment pas pareil. Mais le feedback aussi est là parce que les gens se gênent pas sur Internet. Et parfois, ça peut même être plus Tout le monde est vicieux à quelque gangster, part hein. parce que, exactement, les gens ils n'ont pas à faire face à ce qu'ils disent réellement. Mais c'est pas le même feedback parce que sur Internet, ça va vraiment mettre en avant les avis controversés, les avis négatifs, le drama. Les gens qui se marrent, le public, je dirais majoritaire, ils vont peut-être mettre un like et passer leur chemin parce que t'es là pour ça. Tu offres du contenu, les gens réagissent au contenu, ils passent à côté. C'est vraiment la minorité de gens qui cassent les couilles qui vont prendre la majorité de la place. Donc il y a un truc un peu traite sur les réseaux sociaux où il faut vraiment se mettre à distance. Si t'es en live, que t'as une salle de 100 personnes, que t'en fais rire 95 et que t'en as 5 qui aiment pas, tu vas passer une super soirée. Si t'es sur Internet, tu fais une chronique où il y a 95 personnes qui aiment, 5 qui aiment pas et les 5 te mettent un commentaire, tu vas passer une journée de merde. Donc c'est vraiment... Faut faire attention au miroir grossissant des réseaux sociaux. Mais comment tu fais justement avec ces commentaires? Comment toi tu les supportes? Ça te touche encore? Ouais, Est-ce que tu apprends à faire filtre et dire, bon, de toute façon, plus je deviens famous? Tu lis la plupart de ces commentaires, tu prends du temps à lire tout ça? Moi, je dirais oui à tes 2 questions, Pierrot. Ça me touche toujours et j'apprends quand même à avancer parce que ça peut pas t'arrêter. Enfin, sinon, tu fais rien. Mais c'est sûr que dès que tu lis un truc, ça te touche. Il faut apprendre justement à dire, ok, cette personne n'a pas aimé. Ce que j'essaie de faire en général, c'est faire un peu des macros avec le tout, quoi. S'il y a 100 commentaires et il y en a 10 qui sont critiques, je vais essayer de me dire, est-ce qu'ils ont des choses en commun? Tu vas les lire les 100? Ouais, mais un peu, je swipe, quoi. Okay. Je lis un peu le truc général. Là, honnêtement, il y a pas tant que ça. Moi, j'ai pas une page où j'ai 1 million, tu vois. Donc, c'est gérable. Lire les commentaires une fois, c'est gérable. Mais il faut essayer de faire un peu genre, si tout le monde dit la même chose, ils ont sûrement un truc à dire. Si 10 personnes disent un truc, c'est ok, il y a cet avis qui est répondu. Si c'est un trou du cul qui te dit j'ai détesté, arrête l'humour, tu dis bah voilà, c'est un trou du cul, il a passé une mauvaise journée. Mais Tabo, toi, c'était comment avec justement les critiques aussi? Est-ce que tu as été parfois attaqué? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont empêché de dormir? Clairement, sur une carrière, il y a pas mal de fois où on va se faire attaquer pour une raison ou une autre, qu'elle soit bonne ou pas bonne, pour quelque chose que tu as dit, quelque chose que tu as fait. Moi, c'est vrai que depuis en fait que j'étais jeune, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai jamais vraiment lu ce qui se disait sur moi et regardé les journaux, les trucs comme ça, que ce soit les réseaux sociaux. Je sais que je suis très discret sur les réseaux sociaux. et voilà, ça c'est moi. Après, je pense effectivement quand tu commences à apprécier ce que les gens ils disent sur toi, forcément ça va te toucher aussi quand les gens vont dire des choses qui sont mauvaises sur toi. Donc j'essaie d'éviter le tout et de plutôt prendre le feedback des gens qui sont le plus proches de moi. Bon, ça c'est important. Moi je me souviens à la radio, moi au début, dès qu'un qui te... Tu vois, nous on faisait beaucoup de direct. Ben, y a des trucs qui passent et des fois des trucs ça passe pas. Mais tu dois apprendre à faire, bon voilà, il y a un petit cafouillage. J'ai fait mon double dribble, c'est pas grave, I'll get him next time. Et au début, tout le monde est hyper down avec toi. Et plus ça prend d'ampleur, plus tu remarques qu'en fait, ça parle. Et c'est là aussi, tu dois vraiment apprendre à dire, bon, c'est des haters, quelque part. Tant que, comme tu disais, les proches ou les gens avec qui tu fais l'émission ou avec ton cercle, tant que ça se passe bien, tu vas un peu, voilà, tu te fies un peu, tu fais confiance un peu aux vibes du moment. Au bout d'un moment, il faut essayer de stopper un petit peu ces bruits si ça te fait du... Sinon, mec, c'est... Thomas, toi, tu as un agent justement qui peut un petit peu naviguer avec ça avec toi, ou est-ce que c'est plutôt ta famille, tes parents, ou est-ce que peut-être ta copine, ou est-ce que... Non, alors moi, mon agent, il s'occupe vraiment... en Suisse, l'industrie est petite, donc moi, mon agent, c'est mon manager, mon producteur, mon agent, mon pote. Et lui, il s'occupe de négocier des contrats, de la partie logistique de ma carrière. Mais les réseaux sociaux, je gère tout seul. Et si par exemple tu veux écrire un message, je sais que maintenant on est aussi à une époque où, j'imagine même pour le flow
de production des blagues, ça va être compliqué parfois avec la censure et simplement la culture qui change aussi sur certains Le sujets. cancel culture. Cancel culture, etc., etc. Est-ce que par exemple ton agent il regarde tes tweets ou tes Instagram posts avant que tu les lances pour essayer d'éviter certaines... Non, ça je pense qu'il y a une grande partie de ça qui est fantasmée et il y a quelques incidents de temps en temps qui pètent où on a l'impression que c'est une règle générale, mais non, pour moi il n'y a jamais eu autant de liberté d'expression qu'aujourd'hui. Je pense que la censure était bien plus présente et on ne se rend pas compte parce qu'on a internalisé, mais il y a 10, 20, 30 ans, il y a 20 ans tu faisais une blague sur l'église catholique, tu pouvais être viré, tu pouvais être vraiment cancel pour de vrai. Là, ce qui peut arriver, c'est que tu peux avoir des feedbacks de gens fâchés. C'est que ça. Ouais, sauf tu vois, Kevin Hart, là, quand il a eu... c'était con. Quand il devait 2019, présenter... il était censé faire les Grammys. Ils sont allés chercher un vieux Mais tweet vraiment, attends, homophobe, excuse-moi, qui est tu même penses pas... que Kevin Hart est cancel? Ok. Je Non, vois mais ce que tu veux dire. Mais il fait le Madison Square Garden, C'est il vrai. joue dans des blockbusters, il a des centaines de millions. Qu'il se passe des trucs dans ta carrière où tu perds un contrat parce qu'il y a un truc qui est ressorti, ça peut arriver. Mais ça dure pas longtemps, c'est ça que tu veux C'est dire. ça, 2 semaines plus tard, il y a un tu- prochain scandale et les gens, ils ont oublié. tu rebondis, c'est une Ouais, shitstorm. On a tous vécu des shitstorms. Ouais. Tu passes à côté. Pour moi, c'est pas grave de rater une blague. Et peut-être à l'époque, quand tu ratais une blague, t'avais 3 courriers, tu passais à autre chose. Là, il peut y avoir une shitstorm réseaux sociaux. Mais si t'es bon, tu vas rebondir, tu vas faire un truc bien derrière et tu vas continuer. Donc moi, j'essaie de me dire, je joue pas ma carrière sur une blague comme t'as beau, tu joues pas ta carrière sur un match et vous sur une émission, une chanson, tout ça. Tu dis, si elle est pas bonne, si elle plaît pas aux gens, bah, je ferai un truc mieux derrière. Et si j'ai fait de la merde, bah, je m'excuse. Et c'est pas grave. Mais il faut pas ce truc débilisant de j'ose pas parce que j'ai peur que ça fasse ça ou ça. Pour moi, si c'est drôle, je le fais. Des fois, je me trompe parce que je croyais que c'était drôle et c'est pas drôle. Tu te trompes souvent ou... Bah oui, c'est pas une science exacte. Puis moi, ça m'arrive de supprimer un tweet parce que je le fais. Puis 2 heures après, je vois, ah bah les gens se sont pas marrés. Ça veut dire que j'ai mal expliqué, tout ça. Je l'enlève et puis je passe à autre chose. Ça m'arrive d'avoir un truc qui vexe des gens. Si je réalise que c'est ma faute, que j'ai été mal compris parce que je me suis mal exprimé, je peux tout à fait dire, bah désolé, j'ai essayé de vous faire marrer, j'ai pas réussi. Mais pour moi, c'est pas plus grave que ça. Après... Ça dépend de ce que tu dis aussi. Hein. Ça dépend tout des trucs, mais pour moi, il y a juste plus de gens qui ont le droit à la parole aujourd'hui. Et du coup, il y a plus de conséquences possibles qu'à une époque où les seuls qui avaient un droit de réponse, c'était ceux qui étaient déjà dans les médias. Et donc, c'était des hommes blancs, vieux et riches, globalement. T'as quand même l'impression qu'on peut rire de tout et disons, toi, t'as pas de limite que tu te mets ou tout d'un coup, tu penses à quelque chose puis tu te dis, ah, mais il faut pas que je dise ça, peut-être parce que ça risque de choquer ou de blesser ou... Moi, il y a plein de fois où je me dis, il faut pas que je dise ça parce que j'ai pas trouvé une façon de le dire de façon assez drôle. Ok. Ça m'arrive, mais ça pour moi, c'est plus du contrôle qualité que de la censure. Je me dis, bah, j'aborde un sujet sensible, faut être très drôle. Ouais. Si c'est juste... C'est de l'intelligence de ouais. pouvoir s'en rendre compte. Ouais. Si c'est choquer pour choquer, ça m'intéresse pas, c'est pas mon job. Une situation, il a parlé comme Kevin Hart, après on a entendu très récemment par exemple à Dave Chappelle, dont tu as parlé, où il y a les gens de Netflix qui sont carrément sortis pour manifester contre son dernier spectacle, etc. Vous avez tous vu ce spectacle d'ailleurs? Moi j'ai pas vu, non. Moi j'ai vu. Moi j'ai vu. Il faut voir. Ouais, faudrait que je vois. Mais moi je Parce regarde très que peu. c'est Ça vaut la peine. intéressant, justement, genre, est-ce qu'on a le droit de vouloir le cancel pour ce qu'il dit, tu vois? Il y a quand même une liberté d'expression. Alors, il y a ça, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, il y a quelques années en arrière, il y avait un des grands comiques français quand même, Dieudonné aussi, où là quand même on peut parler un petit peu de quand même une cancel. Il est blacklisté quand même. Il est quand même assez blacklisté. Est-ce que tu le vois comme bon? Non, il a clairement été trop loin parce que les gens lui ont dit qu'il a été trop loin. Ou est-ce qu'il y a quand même une liberté d'expression, tu penses, ou... Pour moi, il y a une liberté d'expression dans le sens où Dieudonné n'est pas en prison. Dieudonné fait des spectacles. Dieudonné vend nettement plus de billets que moi, gagne nettement plus d'argent que moi et a nettement plus de fans que moi. Et que 95% des humoristes aujourd'hui, donc j'ai de la peine à me dire, le gars a été cancel. Le gars a été extrait du jeu des médias et tout ça parce qu'il y a des règles du jeu que tu acceptes ou que tu acceptes pas. Et lui, il a décidé d'aller là contre. Il a décidé de s'inscrire lui-même comme le rebelle qui respecte pas, qui va contre tout. Qui veut jouer ce jeu-là, et ça a très bien marché pour lui parce que j'ai l'impression que tous les rebelles se sont vraiment identifiés à ce gars-là. C'est une sorte de promo où il chope une fanbase. Il a trouvé un créneau, il est allé à fond dedans, et puis bah, financièrement ça marche pour lui, artistiquement
moi je regardais pas tellement avant, je regarde pas tellement depuis, mais des potes qui sont fans me disent que ça tourne quand même pas mal en rond et qu'il s'est un peu enfermé dans le créneau de je parle des juifs tout le temps, alors que est-ce que c'est le sujet d'actu numéro 1 depuis 20 ans, les juifs? J'ai pas tellement l'impression. Donc, pour moi, il y a des choix de carrière, il y a des conséquences avec des choix de carrière. Il y a des moments où il a été pris comme exemple politiquement, des gars comme Manuel Valls. On en fait beaucoup trop sur Dieudonné pour essayer de gagner des points dans les sondages. Ça, évidemment, c'est arrivé. Il a eu des contrôles aussi. Ouais, mais parce que des contrôles, tu dis quoi, fiscaux et tout ça? Ouais. Ouais, mais tu penses vraiment que c'était genre lié à ce qu'il disait? Bah, moi, ce que je sais, c'est que, par exemple, j'avais discuté avec un mec qui était dans le label de Medine. Tu vois, Medine, un rappeur qui a dénoncé beaucoup de choses et qui avait une écriture assez frontale, il se posait pas de questions. Bah, en 3 ans, ils se sont tapés 3 contrôles, ils ont compris qu'ils devaient modérer leurs propos, tu vois, parce que c'était invivable. Ouais, mais ça Bah, je conçois tout à après, fait. quand j'entends que, enfin, je peux pas, moi, je connais pas l'équipe de Dieudonné, mais je me dis que si la France, elle a aussi une technique d'approche qui peut aussi mettre une pression d'une certaine façon. Moi, je sais pas si Dieudonné est millionnaire, tu vois, je veux pas, genre, j'en sais rien. Peut-être que il est fauché ou je sais pas, tu vois. Et peut-être qu'il se fait contrôler chaque année et qu'il en a marre aussi. Ouais, mais si tu payes tes impôts, tu t'en fous d'avoir un contrôle. Ouais, mais tu sais ce que c'est un contrôle, mec. Tu sais Non, ce qu'ils c'est vont chiant. chercher. Non, je dis pas que c'est pas chiant, mais Ça veut dire que c'est la moindre, tu sais, t'es un producteur, ça veut dire que t'avais ton propre théâtre et tout ça, tu dois tout donner, tout, t'imagines le nombre de classeurs que tu dois retirer pour des quittances, des machins, des trucs. Et puis ça, c'est pas parce que, c'est pas tombé au pif, c'est parce que on a envie de te chercher. En tout cas, par rapport à l'histoire de Medine et du label, c'était clairement par rapport à ça, tu vois. ouais, ça, je veux bien te croire. Moi, je connais pas trop cette histoire de Medine et je connais pas tellement bien celle de Dieudonné, mais pour moi, il y a eu un processus de victimisation. Dans le cas de Medine, moi, je trouve très différent parce que lui, on l'a vraiment pris pour cible. Et souvent, des politiciens d'extrême droite ont décidé que c'était lui qu'il fallait cibler. Et ça, c'était assez transparent. Pour moi, dans le cas de Dieudonné, il y a eu des erreurs au début, un peu des deux côtés. Et lui, ensuite, il a poursuivi ce créneau de la victimisation à fond, qui est devenu son fonds de commerce. Donc, à mon avis, si tu choisis ça, après, il faut gérer les conséquences qu'il y a derrière. Et les conséquences de contrôle fiscal, je sais pas. Mais quand les conséquences sont plutôt de se faire retirer des ondes et ce genre de choses. Je veux dire, est-ce que toi, c'est par exemple, tu écris un spectacle et je sais que tu avais parlé aussi, je sais pas si c'était de façon humoristique ou pas, mais que tu aimerais bien voir un spectacle sur Netflix un jour, etc. Est-ce que tu leur donnerais par exemple le contrôle de dire, ok, voilà, ça c'est les sujets dont il faut pas toucher? Ou est-ce que tu aimerais avoir carte blanche, parler de tout et après, je veux dire, est-ce que tu serais prêt à modérer ton spectacle parce que Netflix dit non, certains sujets ne sont pas conformes? Bah, non, déjà, non, je pense pas, parce que moi, c'est mon spectacle, c'est moi qui décide ce qu'il y a dedans. Après, si tu es engagé pour des choses et d'autres et ils disent on veut ci, on veut ça, bah, tu décides au moment du contrat, est-ce que tu es d'accord avec ou pas. Mais Netflix, globalement, sont des diffuseurs. Des fois, ils coproduisent, mais je crois pas qu'ils aient un vrai contrôle éditorial. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils revendiquent sur l'histoire de Dave Chappelle. On lui a donné carte blanche, 5 spectacles, des montants faramineux. Enfin, l'argent qui s'est fait là-dessus, c'est des contrats NBA de Chappelle. Clairement, c'est ouais. genre 5 spectacles, 120 millions. Enfin, c'est des trucs... Et ça a choqué des gens, ça a choqué des employés. Il y a eu tout le monde qui a pu s'exprimer. Mais ils sont toujours là. Les spectacles sont toujours là. Dave Chappelle remplit des stades. C'est pour ça que j'ai de la peine avec le fait de confondre conséquences des gens qui peuvent s'exprimer, etc., avec vraiment genre censure. Parce que non, c'est juste que si tu parles d'un sujet, il y a d'autres gens qui vont vouloir parler du même sujet. Et parfois, ils vont arriver à avoir un espèce de niveau d'égalité grâce aux réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas avant. Et des fois, ils vont avoir raison, des fois, ils vont avoir tort. Mais pour moi, le débat, c'est aussi ça, la liberté d'expression. C'est pas juste la liberté d'expression pour le mec qui a le micro et qui est déjà en position de pouvoir. C'est aussi la liberté d'expression pour la personne qui se sent attaquée, qui se sent marginalisée. Et peut-être que des fois, elle a tort. Et elle a le droit de s'exprimer, même si elle a tort. Est-ce que la société n'est quand même pas devenue plus fragile qu'avant? Il y a certaines choses, j'ai l'impression, on peut plus rien dire parfois. Ça, je suis pas d'accord. Mais je vois pas... Disons, il y a certaines, par exemple, même des séries télévision ou des films de l'époque, il y a certaines sorties qui passaient à l'époque, qui maintenant ne pourraient plus être admises, peut-être. Et peut-être ça va dans l'autre sens aussi. Il y a peut-être des scènes de sexe, maintenant, par exemple, dans les films ou des choses comme ça, qui, à 20-30 ans en arrière, n'auraient pas pu être admises non plus.
Moi, je sais pas, pour moi, la société a évolué, ça c'est certain, et pour moi, les blagues qui marchent moins bien maintenant, c'est parce que c'était des blagues à l'époque qui étaient d'un point de vue très spécifique. Si tu regardes des comédies d'il y a 20 et 30 ans, ça va taper sur les gays, ça va taper sur les noirs, ça va taper beaucoup sur les femmes. L'humour misogyne a quasiment été majoritaire pendant 50 ans. Et parce que ça tapait peu sur les mecs, parce que c'est les mecs qui avaient le micro. Et donc maintenant, ça passe un peu moins bien. Et ceux qui ont fait leur carrière sur des blagues comme ça, qui sont les principaux à se plaindre maintenant, des bigards, des textes, tout ça, c'est parce que l'environnement a changé. Eux, ils ont vieilli, ils n'ont pas réussi à s'adapter. Du coup, ça marche moins bien, leur carrière va moins bien. Et c'est plus facile d'attaquer un climat de censure que de se dire peut-être que je suis plus moi à la page. Mais même les inconnus que j'adore, tu regardes certains sketchs des inconnus, ça nous fait plus rire. Honnêtement, moi je trouve que c'est pas un truc de on peut plus rien dire. C'est si tu essayes de faire la même chose. Mais peut-être il y a le côté nostalgie de ça t'a fait rire quand c'est sorti que tu retrouves. Mais je veux dire, si y a certains trucs qu'on essaie de refaire comme dans les années 80, des années 90, tu fais ça dans une salle, pour moi c'est le meilleur test, tu fais ça dans une salle de 500 personnes, c'est pas sûr qu'ils rigolent. Non, mais justement, la salle de 500 personnes et quand t'es tout seul chez toi, je pense justement c'est là où justement la culture, elle influence. Moi, je sais qu'il y a des blagues qui sont... Je les mettrai pas forcément sur Internet pour que tout le monde les voit, mais si je suis chez moi, je vais en rire. Ah, mais ça, c'est pas pour moi. C'est drôle, mais après, tu en rigoles, puis tu dis... Non, mais pour moi, ça, c'est pas pareil. Ils m'ont pas vu en train de rire là-dessus, là, parce que... Mais qu'est-ce que tu regardes, mec? C'est ça que j'ai envie de savoir maintenant. Non, on parle d'humour. Bah oui. Non, mais pour moi, c'est sûr qu'en privé, tu peux rire de tout ce que tu veux. Et en privé, t'as le droit de faire des blagues racistes, t'as le droit de faire des blagues sexistes, t'as le droit de faire des blagues homophobes, t'as le droit de faire ce que tu veux comme blague. Ça peut si affecter quelqu'un. Si c'est ton job, et que tu fais ça, t'assumes d'être quelqu'un qui fait ça. Ou alors, tu fais des... Pour moi, t'as pas besoin de payer un type pour faire des blagues homophobes. Ton oncle à Noël peut le faire. Donc, il y a un truc de... Dès le moment où c'est ton métier, tu dois faire mieux. Mais en privé, avec tes potes, tu fais absolument ce que tu veux. Pour moi, il y a une vraie différence. Et c'est pareil, je pense, dans tous les domaines. Il y a des trucs que tu fais chez toi, ça n'a pas besoin d'être de qualité. Et puis tu peux avoir des guilty pleasures, puis rire de tout. Si tout le monde est dans le truc et puis ça sort pas, évidemment. C'est ton safe space, un peu comme ça. C'est un safe space, quelque part. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de conséquences et parce que tu sais que ça sort pas de là. Et toi, tu as toujours un safe space depuis que maintenant que tu... Mais bien sûr, moi j'ai des potes, j'ai des gros pots de sable, si je vous les montre, j'ai plus de carrière. Mais ça, c'est sûr et certain, il y a différents niveaux. On a tous sur WhatsApp, hein. T'as respect, mec. Quoi, pourquoi t'oses avoir encore des trucs qui peuvent être archivés comme ça, mec. Ouais. Non, mais moi, je pense qu'un jour, ça va exploser, mais c'est pas grave. Tu te prépares pour Je crois qu'on y va tous en tôle avec nos groupes WhatsApp. Oui, il faut vivre dans le jour. Mais des fois, tu vois des trucs dans les nouvelles, genre, sur WhatsApp, il a reçu une photo d'un poisson qui se fait enculer et il est en prison pour zoophilie, puis t'es là. Mais c'est un de ses potes qui lui a envoyé. Enfin, tu vois, donc oui, moi je pense qu'il y a plein de trucs où j'ai des trucs qui sont pas ok, mais dès le moment où je vais sur scène, c'est mon métier, et puis je sais que je dois do better, quoi. Ouais. Mais même toi, dans ton petit, avec tes potes, ton réseau, tes potes. Moi je fais plein de blagues qui sont pas du tout ok. Bah oui, pour moi, il faut aussi savoir où est la limite. Mais c'est privé, faut la dépasser. C'est privé, parce que c'est privé. Mais je crois que c'est la responsabilité. C'est la oui. responsabilité autant pour toi, Pierrot, quand tu es derrière un micro à la radio, autant pour moi quand je fais une interview, quand je faisais des interviews après un match, etc. Puis toi, la tu question, faisais elle est media un peu... train, toi, non? Alors, on a du media training, en NBA. Et il y a plein de choses que tu as envie de dire, mais tu peux juste pas dire quelque chose à un journaliste. Alors, tu peux, encore une fois, exactement. C'est aussi les conséquences. Après, les conséquences, elles sont plus ou moins grandes. Suivant ta réponse, suivant le sujet, suivant... Mais tu vois, si tu critiques un coéquipier, par exemple, toi, il y a plein de moments dans ta carrière où tu as envie de critiquer un coéquipier. Vas-y, tu vas le faire. Russell. Non, pas Westbrook. Oui, alors Westbrook. Mais tu le fais peut-être chez toi avec ta femme, tu dis putain, lui, il a mal joué. Tu le ferais pas face à un micro parce que tu sais qu'après, tu dois assumer face au coéquipier, assumer face au reste de l'équipe. Et pour moi, c'est pareil. Publiquement, tu peux pas avoir les mêmes propos que tu les aurais en privé, mais c'est pas... un symptôme de la société du tout. Moi, je me souviens la première fois à la radio où une blague ne passait plus. On a reçu un avertissement. C'était une blague sur les blondes. Et à partir de ce jour-là, ces gens, on peut plus. Alors que Couleur 3, c'est rock'n'roll, tu vois, ça y allait. Et à un moment donné, on a compris que genre... Mais tu peux, mais est-ce que t'as vraiment envie d'être le dernier mec qui fait encore des blagues sur les blondes? C'est ça un peu, c'est qu'il y a des... Oui. Enfin, je veux dire, moi, quand j'avais... Je te parle il y a... Oui, non, je comprends bien, mais quand j'avais 10 ans, on faisait des blagues sur les Belges. Moi, j'arriverais pas à monter sur scène en disant ouais, c'est un Belge qui va à la bibliothèque. Enfin, j'ai plus personne dans mes salles.
C'était sûr, comme ça. Moi, c'est plus ça, mon impression, c'est qu'il il faut être meilleur que ça. Ouais, Mais juste dans le domaine privé, tu sais, mais privé public. Genre, c'est une société qui te mandate pour venir faire un show Ouais. dans un truc, donc on est dans du privé public. Est-ce que là, la société, dans le contrat que tu signes avec elle, elle te met genre, ouais, tu peux pas forcément parler de ça, tu vois. Genre, viens pas chercher. Donc, ça veut dire que tu peux tailler la société comme tu veux. Bah, je le fais souvent. Mais ce que j'aime, quand tu te fais il est inviter connu, dans une maison de EMS, bah, tu vas cœur joie, quoi. Ouais, bah, ils l'ont jamais fait. Mais oui, non, moi, quand je vais dans des sociétés, il n'y a rien dans le contrat qui stipule que j'ai pas le droit de parler de ci et ça. Et des fois, j'ai des rendez-vous pour préparer le truc, et ils vont me dire « Ah, on préférerait que tu parles pas de ça ». Et moi, je m'en bats les steaks. Si c'est un truc ou c'est un sujet que j'ai envie d'aborder parce qu'il y a eu un scandale dans l'entreprise où je considère qu'il y a des blagues à faire, je vais y aller même si on me dit de pas y aller. Si c'est à la compta où il y a un mec qui s'est suicidé, on m'a dit faudrait pas parler de ça, je suis pas débile. Ça, Je c'est vais pas humain. dire bah, putain à la compta il y a des mecs qui se tuent. Enfin, parce que ça, il y a une bonne raison pour ne pas en parler. Mais ça, de nouveau, c'est moi qui décide, c'est pas eux qui vont me le dicter. En tant qu'humoriste, t'es vu comme quelqu'un maintenant aussi, justement, avec ces skits que t'as fait pour Nestlé, pour différentes institutions où tu tailles pas mal. T'es vu comme un humoriste engagé. Est-ce que Thomas Wiesel, dans la vie, c'est également quelqu'un qui est engagé? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu crois, où tu dis non, ça c'est ma red line, ça je ne change pas certaines choses chez moi pour plaire ou pour... Ouais. Mais moi, j'essaie d'être cohérent avec quand même ce que je... Le stand-up, c'est aussi un truc, c'est pas un rôle que je joue, c'est pas un personnage. Donc, je peux pas dire des trucs sur scène, puis après, dans ma vie, faire le contraire, parce que pour moi, c'est un peu mentir aux gens. Ensuite, après, personne n'est parfait dans sa vie privée. Moi, je suis assez écolo dans mes blagues, tout ça. Et du coup, dans ma vie privée, bah, j'ai pas de voiture, j'essaie de prendre l'avion le moins possible, mais je suis pas non plus zéro déchet, carbone neutre, tout ça. Enfin, je suis pas à l'extrême. Il y a des trucs que je fais pas de contrat de pub. Ça, on me demande souvent des trucs d'influence, des trucs machin. On te donne tel et tel argent, tu fais une story. Ça, je fais jamais parce que. Pour personne. Pour Non. Bah, genre, des fois, je fais des trucs genre le Téléthon, tu vois, ils m'engagent pour faire une vidéo, je suis payé pour faire la vidéo et tout ça. Et ça, c'est par principe, c'est pour par rapport aux marques, de pas faire de pub. Ouais. Bah, moi, je suis assez anticapitaliste dans l'âme, et du coup, je me dis, si je m'affiche un peu comme ça, et puis derrière, tu me vois dans la pub BCV, bah, je me suis foutu de la gueule des gens. Donc ça, j'essaye d'être à peu près cohérent. Et après, bah, ouais, non, je pense que j'ai des valeurs sur lesquelles je transige pas. Par contre, si tu me payes pour faire des blagues, je pense que je vais à peu près n'importe où. Ouais. Bah, Nestlé, bah, c'est pas eux qui m'avaient engagé, Nestlé. Hein. C'était un congrès où il y avait des gens de Nestlé engagés, mais invités. Mais genre l'UBS, je suis allé. Il y a plein de trucs où je suis en désaccord total avec la société. Je vais y aller et je vais le dire. Et après, bah, il y en a qui ont de l'humour, il y en a qui n'ont pas d'humour. UBS a failli se finir au tribunal, ils n'avaient pas d'humour là-dessus. Mais il y a plein de boîtes. Comment ça a failli? Ouais, qu'est-ce que ouais. C'est quoi le... UBS, je crois que maintenant j'ai le droit d'en parler plus ou moins. UBS, il m'avait engagé, et tu parlais avant de privé-public, c'était vraiment ça. On avait 5 spectacles en Suisse romande, 5 ou 6, et c'était des clients UBS. Donc tu vois, des gens comme vous et moi qui ont un compte à l'UBS, qui étaient invités par leur banquier, conseiller, machin, à venir voir un spectacle parce que ça a été des bons clients cette année-là ou parce qu'ils ont été tirés au sort. Donc pour moi, c'est un public lambda de gens divers, du Jura, de Neuchâtel, de trucs. Et puis je faisais mes blagues, et à un moment donné dans le spectacle, je faisais 5 minutes où je parlais de l'UBS, je parlais des scandales de l'UBS, je vannais l'UBS, et ça faisait beaucoup rire les gens parce qu'ils ont un compte à l'UBS, mais c'est pas les actionnaires de l'UBS. Enfin, ils sont très conscients que leur banque fait des conneries, donc ça marchait très très bien. La tournée s'est très très bien passée, l'UBS était très contente, ils avaient pas mal d'autodérision sur le fait que je les avais vannés, jusqu'au jour où je poste la vidéo, où elle commence à buzzer. Et là, c'était plus compliqué. Et puis là, ils sont allés ressortir le contrat de t'avais pas le droit de filmer et de diffuser, tout ça. Puis moi, je dis, on m'a dit que c'était OK. Bah, la personne qui a dit que c'était OK n'avait pas le droit de te dire que c'était OK. Et puis là, ça a sorti à coup d'avocat, de conf call, de machin. Moi, j'étais en slip dans mon salon en train de me chauffer contre l'UBS et tout ça. Et puis, on m'a fait comprendre que si ça allait au tribunal, j'allais perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis, du coup, j'ai supprimé ma vidéo. Pourtant, t'as l'air d'être un gars super posé, calme. Donc, ça t'arrive de t'énerver en slip chez toi. Ouais. Alors, déstabiliser. m'énerver, je voulais pas me taper non plus, mais il me donnait des trucs un peu des fois où il me disait que
c'était pas très déontologique ce que j'avais fait. J'étais, franchement, vous êtes l'UBS, vous me donnez Ouais. des conseils en déontologie. Enfin, moi, j'ai jamais payé 8 milliards au fisc américain, donc calmez-vous. Et puis là, j'ai réalisé bien que c'était plus moi qui me clashais que des arguments légaux, quoi. Mais du moment que donc, mais ça c'est super intéressant parce que du moment que ça a été une vidéo qui a été posée sur tes comptes, genre quoi, c'était le compte Insta, je pense, j'imagine. C'était Facebook, Insta, YouTube. Moi, Ok, t'as balancé. J'arrose, Ouais, exactement. Bah, du moment qu'il y a eu ça, là, ça les a dérangés. Là, ça les a crispés. Que tu dis ça en live devant 30, 1000, 40 personnes. Ouais, même plus, 60 je pense. éphémère. Là, il doit y avoir Ouais, 400. 300-400, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, il n'y avait aucun souci. Je pense Mais qu'il y a du- plusieurs choses. Ça, c'est l'argument qu'ils utilisaient pour leur défense. C'est de dire, tant que c'était dans un cadre privé, eux, ils définissaient comme un cadre privé. Je suis là, mais c'est pas un cadre privé. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ils me disaient genre. Mais n'importe qui aurait pu filmer et puis mettre ça sur le net. Exactement. Mais d'ailleurs, Ouais. la vidéo, elle est toujours sur le net, hein, genre 20 fois. C'est juste, c'est plus mon compte ouais. qui l'a posté. Mais eux, leur argument, c'était, t'as pris un truc privé et tu l'as rendu public. Et ça, je pense, ils utilisaient cet argument parce qu'ils savaient que là-dessus, ils pouvaient m'attaquer, parce qu'il y avait une clause dans le contrat qui disait qu'ils pouvaient m'attaquer. Mais ce qui est marrant, c'est que leur sens de l'humour s'est arrêté du moment que ça a été devenu Ah, ça touche. sur les réseaux. Moi, je pense que c'est pas les mêmes personnes. Tu vois, genre, les conseillers régionaux qui étaient là et tout, ils se marraient. Ouais. Et puis, dès que c'est monté à l'étage d'en dessus, des mecs qui doivent gérer l'image de marque de la banque, et qui voyaient qu'il y avait un impact plus, parce que c'était genre 600 000 vues et plus 600 personnes, là, ça les a plus fait marrer. Ouais. C'est toujours ça un peu. Les gens, ils se marrent, et puis dès qu'il y a un impact négatif sur leur boîte, ils se marrent plus, quoi. Ils aimeraient qu'il n'y ait aucune conséquence. C'est un peu le même cas avec l'UDC, non? Tu t'es fait bloquer par Facebook? Ouais, bah ça c'était bien avant, et c'était assez bizarre, parce que ça, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. J'ai fait une chronique sur l'UDC, et puis ma page Facebook a disparu pendant 24 heures. Ah, c'était que 24 heures? Ouais. Ah, Enfin, ouais, ok. au début, on savait pas que c'était que 24 heures. Donc au début, ma page Facebook a disparu, et puis 24 heures plus tard, ils l'ont remise. Est-ce que quand tu fais des choses comme ça par rapport à pardon. justement avec Nestlé, etc., est-ce que le but c'est de faire rire ou est-ce que justement c'est de chercher une réaction ou de changer les choses que tu vois? Est-ce qu'en tant que humoriste, est-ce que justement l'humour peut changer des situations politiquement? Est-ce que ça peut vraiment faire... Est-ce que tu cherches une réaction quand tu fais des choses comme ça? Pour moi, mon but premier, deuxième, troisième, c'est faire rire. C'est Ok. vraiment, c'est la base de tout. Si c'est pas drôle, je vais jamais le faire. Ensuite, le rire, il est puissant dans le sens où il attire l'attention. Les gens, quand tu les fais rigoler, ils t'écoutent. Et souvent, dans une salle où j'ai pas l'attention des gens, je me dis, je dois les faire rigoler 2-3 fois. Et après, ceux qui discutaient vont fermer leur gueule parce qu'ils veulent rigoler, ils veulent savoir ce qui est drôle. Ensuite, une fois que tu as l'attention des gens, bah, tu peux orienter cette attention sur un problème. Et des fois, mes blagues me servent à ça, de me dire, si je fais une blague là-dessus et qu'elle est drôle, les gens vont peut-être s'intéresser à cette thématique. Et puis, peut-être que ça peut changer les choses. Après, l'impact des humoristes, moi, je suis assez réaliste. Il est relativement limité. Tu peux générer de l'attention, des clics sur un sujet, mais c'est rarement nous qui allons régler les problèmes. Donc, on peut faire partie de la solution, mais on peut pas changer le monde. Il y a eu quelques rares cas où des humoristes ont réussi à faire des trucs incroyables. Aux États-Unis, Hannibal Buress, un humoriste new-yorkais, c'est lui qui a réussi à faire que Bill Cosby, qui avait été multi-accusé de viol pendant 20-30 ans sans qu'il se passe quoi que ce soit, il a fait des blagues là-dessus à Philadelphie, d'où vient Cosby. Les blagues ont buzzé, et suite à ça, les procédures ont recommencé, tout ça, et Bill Cosby, s'il a été déchu de son poste de grand-papa de l'Amérique, et si les femmes ont enfin pu être entendues, c'est grâce à un stand-upper. Mais ça reste des exceptions. En général, les stand-uppers, on est plus du côté de « et regardez, il y a ce truc qui est pas normal », puis après, il y a des gens sérieux qui prennent la chose en main. C'était au pic du MeToo Movement aussi. C'était juste avant, je crois que c'était un an avant, et puis après le MeToo a suivi, et puis c'est devenu un peu plus fréquent. Mais au moment où Bill Cosby est tombé de son piédestal grâce à un stand-upper, c'était vraiment incroyable parce que personne pensait que ce gars-là pouvait être atteint, quoi. Toi aussi, t'as fait tomber quelqu'un. Toi, d'habitude, on le rappe, les snitches get stitches, mais là, t'étais un peu le bon samaritain avec le grand MC Darius. Ouais, alors moi j'ai pas témoigné publiquement jusqu'à que ça sorte. Moi, quand j'ai entendu des trucs sur Darius qui me paraissaient graves, et c'était au même moment que l'histoire MeToo, j'avais pas tous les éléments. J'ai enquêté un peu pour savoir s'il y a des trucs vraiment très graves pour aller à la police. J'avais pas assez, et du coup je suis allé vers le patron de la RTS en disant on m'a dit ça, voilà ce qui se passe, j'en sais pas plus. Et puis ensuite lui il a confronté, ça s'est passé un peu à l'interne, et 4-5 ans après il y a eu un article de presse où là ils sont venus me chercher, ils m'ont demandé de témoigner, et puis j'ai témoigné à visage Il y avait découvert. autant d'années de
Ouais, peut-être pas 4-5, mais je pense que c'était en 2017 que moi j'ai alerté la RTS et c'était fin 2020, donc ouais, 3 ans. Et comment ça se fait que c'est toi qui dois alerter? Parce que c'est con, mais nous, Je sais on pas. entendait parler ça dans... Moi, j'étais déjà plus, mais je sais, il y avait des bruits qui circulaient. C'est un petit cercle, radio, télévision en Suisse. Ouais, c'est dans les couloirs, ça sait pas trop, personne n'ose se lancer, et toi, t'as Bah, moi eu le j'étais dans courage. ces bruits de couloir pendant plusieurs années aussi, Ouais, et ouais, j'entendais, on faisait des blagues entre nous et tout, puis c'était la blague d'un peu des gens dans les médias. Darius a des faux comptes, se fait passer pour une nana, il adore parler de sa bite à des jeunes, et on faisait des vannes là-dessus entre nous. Moi j'allais voir sur Facebook les faux comptes de Darius, ils avaient 50 amis en commun avec moi, et je trouvais ça incroyable. Et quand il y a eu MeToo qui a explosé, puis qu'on a vu que des gars comme Weinstein, moi ce qui m'avait frappé je crois le plus, c'était ils avaient fait une compilation des discours d'Oscar où il y avait des blagues sur Weinstein et le fait que Weinstein il fallait coucher avec et tout ça. Et puis côté là, putain, ça fait 10 ans que tout le monde sait, que tout le monde vanne ce gars et que personne fait rien. Je me suis dit, ah, ça ressemble à une autre situation que je connais un peu plus proche de chez moi. Et c'est là que je me suis dit avec quelques potes, c'est pas possible. On est en train de rigoler, mais il y a peut-être quelqu'un quelque part qui souffre, qui ose pas parler parce que le mec est trop puissant. Et du coup, c'était ça l'objectif. C'était s'il y a des gens quelque part dont la vie est rendue impossible par ce type-là, on va leur montrer que il et elle, surtout il en l'occurrence, sont pas tout seuls. Et puis on aimerait qu'il arrête. Et je pense que moi, mon objectif, c'était avoir la conscience tranquille. Simplement, c'était, je me dis, je fais partie du problème. Si je fais des blagues avec mes potes, mais que j'agis pas pour que la situation s'arrête, s'il y a d'autres victimes après coup, ou des trucs plus graves que juste des trucs sur les réseaux, c'est pour ma conscience. Donc quand j'ai parlé, c'était pour ça, c'était pour dire il faut que ce mec soit au courant qu'on sait qu'il fait ça et qu'il arrête. Et je crois que ça a été le cas. Il me semble que ça s'est nettement calmé une fois qu'il a été confronté. Et puis ensuite l'article est sorti plus tard. Mais c'est surtout du coup, il est parti. Il a Et dû puis, partir, et c'est ça? puis il y a eu un non-lieu dans cette histoire, non? Il n'y a pas eu de condamnation. Il n'y a pas eu de condamnation. Il n'y a hein. pas eu de condamnation pénale. Ok. Notamment parce que les faits les plus avérés, il y a plein de rumeurs extravagantes et tout ça, et ça j'ai aucune idée si c'est vrai, mais les faits qui sont avérés, les faux comptes, le fait d'écrire à des gens, le fait de se faire passer pour d'autres personnes, pour retenir des propos sexuels à des mineurs, comme tout ce qui est sur Internet, c'est pas hyper clair dans la loi dans quel cas ça entre, donc c'est pas des faits caractérisés pénaux apparemment. Ok. Mais il y a des choses, enfin, ce qui est sorti dans la presse qui était un peu simpliste quand il disait Darius a été blanchi, c'est pas tellement vrai. Les trucs graves n'ont pas été prouvés, et tant mieux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être pas de victimes qui souffrent de ça, mais les trucs d'internet, il l'a avoué, ça a été prouvé, ça a été avéré, c'est juste qu'il n'y a pas de trucs qui vont Ça n'a pas être été poursuivis par la statué. justice. Ouais, Voilà, c'est ça, on ne sait pas comment réagir Ouais. par De toute rapport façon, à ça. La loi a toujours un peu de retard par rapport à Internet, ouais, c'est... Et la loi est quand même souvent du côté des puissants. Aussi. Mais en fait, dans les lois, il y a des espaces, des loopholes, et il faut savoir naviguer entre les interprétations de mots. Et, Oui. Puis des fois, la personne qui a 8 avocats, Ouais, plus de ressources. Légèrement plus forte. toi, tu connais ces combats-là. Enfin, je veux dire, des fois. J'ai connu aussi, Ouais. effectivement. Bon, c'est très T'as eu des différent histoires, entre la Suisse et les États-Unis, c'est quand même Ouais, mais c'est différent. encore mais plus caricatural. d'autant chez plus, eux. les Ah, autres eux, gens, ils souent pour tout aux States. Ouais. Hein. Ils soupent, puis tout s'achète, ouais. Là, c'est la liberté au plus offrant. Ouais, mais tu vois, aux States, typiquement, dans les affaires MeToo, la majorité des mecs accusés n'ont jamais foutu un pied en tôle. Clair. Ah, ben, Bill Cosby, il est pas en prison. Son avocat a dit c'est parce qu'il est aveugle. Puis t'es là, mais ça fait pas 30 ans qu'il est aveugle. Weinstein, c'était hyper compliqué. Je crois qu'il a été condamné sur un très petit pourcentage des accusations. Des mecs comme Kevin Spacey, ils sont pas en prison. Donc c'est vraiment, même des faits très avérés, c'est dur. Alors, ces mecs-là ont perdu leur carrière. Slimy. Même les faits très avérés, les types prennent 1 année, 2 ans, 3 mois, avec sursis, etc. Sauf C'est jamais, l'autre qui soi-disant s'est suicidé. Epstein. Epstein. Ah Ouais. oui, c'est Epstein, c'est juste. Ouais. Oui, ça c'est encore autre chose. Une mais- histoire assez glauque, effectivement. On va virer dans les complots, là, c'est bien. Non, sinon, toi, ta relation avec le rap, parce que Ouais. on t'a pas oublié, là. T'étais quand même un rappeur avant. Tu faisais des petits freestyles. Ouais, j'ai rappé très peu, mais j'ai rappé. J'étais Ça pas. dure combien de temps, cette période? Je pense.
je dirais, il y a peut-être 3 ans où j'écrivais des textes et puis de temps en temps je m'enregistrais. Mais quand je dis je m'enregistrais, c'est j'avais acheté un micro chez Interdiscount. J'avais genre un soft sur mon ordi. Et puis je prenais, je cherchais sur LimeWire genre des beats de trucs où ils avaient enlevé Des les paroles du rap, instrus, ouais, des instrus. Et, puis, Et là, on parle quelle année, là, du coup? Et c'est on- quelles sont tes inspirations, tes influences? Ouais, alors j'écoutais beaucoup le rap, un peu la génération Eminem, Dr. Dre, le Snoop, Exhibit, Plutôt tout américain ça. alors, plutôt rap américain. Non, bah oui, plutôt rap américain, mais j'écoutais beaucoup IAM. J'aimais bien des gars genre Oxmo Puccino, Ou lourd. Arsenic, des gars comme ça, Disease, très grand fan des Disease. Ok. Et des types comme ça m'inspiraient beaucoup. J'aimais bien, je parlais bien anglais, mais les textes français me parlaient beaucoup aussi. Ouais. Et je rappais dans les deux. Je rappais un peu en anglais et un peu en français aussi. Les lyrics sont quand même plus deep en français, j'ai l'impression. Bah, la langue, elle est la différente. langue, elle est différente. C'est... En anglais, tu as un mot qui veut dire 5 choses, donc tu peux faire des jeux de mots différemment. Et en Ouais. français, tu as 15 mots pour dire la même chose, donc il y a plus de richesse. Enfin, c'est complètement Ouais. différent, tu Ouais. vois. D'ailleurs, on dit on fait du rap en français et non pas le rap. On fait pas du rap français, Ouais, mais... c'est parce qu'ici, on veut pas dire qu'on fait un truc français. Ouais, ça Non, passe. On l'a capté, c'est bon. à la frontière. D'ailleurs, il commence à la frontière. Thibaut, toi, tes artistes, quand tu leur parles, ils font du rap français ou est-ce que comment Non, on corrige. On fait- Quoi, ça veut dire quoi? Il y a un fouet. Bah, je suis pas français. Si tu le pensais, il faut que tu te renseignes. Non, c'est non, ce que non, dit. mais- Non, mais c'est ce que dit Makala. Il Ah, a ouais, un ok. morceau où il rentre comme ça, tu vois. Ouais. Et nous, on défend vraiment. On défend vraiment le fait qu'on n'est pas français et que du coup on rappe en français parce qu'on aime On est cette d'accord. langue. Et puis surtout, c'est là où les rappeurs actuellement, c'est un peu ce qui se passe à Genève, mais où vous faites la différence, c'est que vous vous êtes super inspiré des Quinry, mais il y a un côté original, alors que les Français, souvent, c'est une photocopie d'une photocopie d'une photocopie de quelqu'un qui bite tel artiste. Et ça reste souvent dans le monde du rap français, tu vois. Là, Makala, bah, on connaît les... Il va Ouais, mais chercher les vrais... Ouais, mais on connaît on connaît aussi les anciens de la ville. Enfin, dans le sens où Makala, il a compris la culture du rap d'ici. Et c'est vrai que ici, on est dans un mélange. Moi, je dirais que c'est 50-50 entre le rap français, la culture Exact. rap français et la culture américaine. Exactement, alors qu'en France, c'est pas le cas. C'est toujours été Bah, cette en richesse fait, de la Suisse romande. Bon, il parle pas anglais. Ça a été le cas. Si tu prends Ouais, les peut-être. non, si tu Ouais, prends les ouais. X-Men, si tu prends Booba, il a très Ouais, mais bien, il a les très vite X-Men. parlé anglais. Tu prends les Clairement. X-Men. Ouais, Tout ça, X-Men. c'est des gars qui ont une grosse culture américaine. D'ailleurs, ça me donne envie de rebondir là-dessus. Ceux qui cartonnaient le plus, enfin, Chill, les deux, Ouais. ils maîtrisaient tellement l'anglais qu'ils arrivaient subtilement prendre des phases qui ont déjà été prises par les meilleurs rappeurs de... Genre, Chill, je sais qu'il a déjà pris des phases de Rakim, mais il On les parle de tourne d'une façon... Akhenaton, ouais. 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 Il les tourne d'une façon pour que il fasse Booba- du IM. Booba avouait qu'il aussi. faisait la même chose. Ouais. Exactement. J'entends Il les MC aussi- à la craie blanche, je crois que c'est une phase carrée. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et là, Jamel, je me souviens d'avoir vu son show, il avait pompé cette phrase, un bout du sketch de Chappelle dans Kill Me Softly. C'est la phase où il dit le cambrioleur a eu tellement de temps, il a même pu mettre des photos. des Des photos photos de de lui. ses membres de Ouais, famille. ouais. Mais c'est Ouais, ça s'appelle. pompé de A à Z Ah, de mais alors à ce Chappelle. moment-là, il y avait un gars, t'avais vu le copycat. Gad Elmaleh. Ouais, Tamer Sisley. il y avait lui, il y avait Ouais. Gad Elmaleh Gad aussi, Elmaleh il qui a avait repris pris pas trop mal de cher. trucs. Ouais. Mais au début du stand-up en France, je pense qu'il n'y avait pas cette culture de le plagiat, c'est mal. Je pense que vraiment, ils se disaient, s'il y a une blague américaine qu'on arrive Gad à... Elmaleh, au début, hein, même les Ouais. derniers sketchs qu'il a fait, il a été accusé un petit peu d'avoir volé des choses, disons. Encore Mais j'ai l'impression que Gad Elmaleh, on l'épingle quand même surtout pour des trucs d'il y a 10-15 ans. Ok. J'espère pour lui que Il a pas compris. maintenant il a compris. Sa défense était un peu bizarre, ça c'est une autre histoire, mais au début du stand-up en France, il réalisait pas que c'était pas bien de prendre des choses et de les adapter et tout ça, parce que ça se faisait beaucoup. Claude François, un tube sur Johnny deux. Hallyday. Johnny Hallyday, c'est des traductions. Michel Leb, Roland McDan, enfin ça a toujours été très fait en France. Si ça marchait à l'étranger, on le fait, machin. La télévision française, une émission sur deux, ils prenaient une émission américaine, une émission anglaise et tout ça. Donc,
ils ont continué à faire ça, et sauf que dans le stand-up, il y a vraiment ce côté du fait que c'est pas un art hyper d'interprétation, c'est plutôt un art d'écriture. Bah, si tu prends l'écriture de quelqu'un d'autre, t'as rien ajouté comme valeur, toi. Donc, ça s'est imposé un peu comme c'est le truc le pire que tu peux faire, c'est voler une blague. Mais le temps que ces mecs comprennent, ils avaient déjà volé pas mal de trucs. Et puis, il a fallu un peu que l'art se mette à jour. Mais honnêtement, moi, dans ma génération et tout ça, il y a eu très peu de trucs de plagiat. C'est pour ça qu'on... Toi, l'inspiration Ouais. entre rap, justement, ben voilà, t'as été un rappeur pendant trois années 6 pleines. mois. Tu vois, on va pas lâcher en fait. Moi, on voulait rebondir et on revient là-dessus. Tomahawk. Donc, Tomahawk. entre les Attends, artistes. quoi C'est quoi ça? Tomahawk, c'était mon Blaze. blaze. Bien sûr. Bien sûr. Normal. juste. Mais en fait, Bah ouais, c'est Tomahawk. Ouais, je c'est respecte. bien. Et une punchline, vas-y, envoie une punchline. Celle, t'es la plus. T'es Non, vraiment mais qui pas t'a- que je me Deux souviens. barres. Au moins, Ah, moi, ouais, je sais, j'ai t'as été rappeur. il y a 10, il y a 30 Ouais, ans. mais c'était il y a... 40 ans. Mais la meilleure, mec. Mais non, mais, je sais même Tu pas. rappes encore sous la douche, arrête. Mais oui, mais quand je rappe sur la douche, je Tu rappe des dois trucs te bien, souvenir je rappe un pas des texte. trucs à moi. Sérieux, t'as pas une punchline? Non, bah je peux Attends, chercher. je propose un truc. On se fait une pause et on reprend. On se fait une petite pause de 3 minutes là, parce que c'est pas un moment qu'on parle. Mais après, on Ok, bah je peux attaque chercher. Comme Je peux ça, chercher. t'as le temps. Ça marche. Ladies and gentlemen, boys and girls. Yo, TPMD. and scratch for that. Yo.